As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Montreal. Todas as semanas vamos até si o melhor da nossa comunidade. Neste programa, Montreal ganha vida e uma nova voz. Bem-vindos ao nosso programa semanal A Voz Montreal. O meu nome é Marie Moreira. Hoje temos a honra de receber uma pessoa muito especial aqui na nossa comunidade em Toronto e não só, aqui também no Quebec. Hoje recebo uma pessoa corajosa, que chama-se o Sr. Comandante Robert Piché. Bonjour Robert, ça Bonjour, va bien? Ça va très bien, vous? Oui, ça va bien. On va parler un petit peu de ce que tu as vécu, mais pas juste ça, on va parler un peu de toi. On va essayer de te connaître un peu. Dis-moi un peu, qui est Robert Piché? Robert Piché, c'est un commandant de bord qui a fait ça toute sa vie. Moi, quand j'étais un petit gars, puis je viens d'une ville dans le bas du fleuve, ici au Québec, et il y avait un aéroport. Puis lorsque les avions atterrissaient, décollaient, j'arrêtais de m'amuser. J'étais le seul des amis arrêtaient de s'amuser, puis je regardais l'avion. Puis je me disais, comment ils font pour piloter un avion? Puis ça m'intriguait très, très, très jeune. C'est ce qui m'a amené à devenir un pilote un jour. Puis à 17 ans, j'ai passé mes premières licences. À 20 ans, j'ai commencé à travailler comme pilote professionnel. Et j'ai fait quand même 45 ans de pilotage professionnel, jusqu'à ma retraite, il y a 3 ans, à 65 ans. OK. Puis tu es, oui, ben c'est ça, moi aussi, ça m'a toujours passionné, je vois les avions, puis comment ils font pour voler aussi pesant, avec autant de monde à l'intérieur. J'allais des fois, même avec mon mari, voir les avions atterrir et décoller à Dorval avec les enfants, c'est quand même fascinant. Dis-moi, tu es originaire de où? Moi, je suis né à Québec, à la ville de Québec, et à l'âge de 8 ans, mon père est déménagé dans le bas du fleuve. Fait que j'ai grandi, j'ai fait mon adolescence à Montjoly. Puis à 17 ans, je suis parti pour l'école de pilotage au Saguenay, à Chicoutimi. Et à 20 ans, j'ai gradué de cette école de pilotage-là, puis j'ai commencé ma carrière. OK. Puis ton parcours professionnel, tu as commencé par probablement une autre compagnie que Air Transat qu'on connaît actuellement. Oui, j'ai fait beaucoup de compagnies aériennes parce que pour rentrer dans une grosse compagnie comme Air Transat, il faut que tu construises ton expérience. Et l'expérience, elle se démontre par les heures de vol que tu fais. Donc, il faut que tu trouves une compagnie qui engage des pilotes pas d'expérience. Mais souvent, tu commences comme premier officier, comme copilote, sur des petits 6 passagers, 7 passagers. Là, tu prends ton expérience tranquillement, pas vite. Puis à un moment donné, bien, tu deviens commandant de ce petit avion-là. Et de fil en aiguille, tu appliques pour une plus grosse compagnie. De fil en aiguille, tu arrives aux grosses compagnies internationales comme Air Transat. Les petits avions que tu passais, ces passagers, c'est ceux qu'on connaît comme des petits jets privés qu'on appelle. Même pas. Des petits avions à hélice, genre Aztec, Piper Aztec, tu sais, dans ce genre-là, c'est pas des gros avions. Puis tu fais du régional. Tu te promènes comme moi, j'étais basé à Gaspé, pour la compagnie Air Gaspé. Puis on se promenait sur la Basse-Côte-Nord, Sept-Îles, Matane, les îles de la Madeleine, pour mener sur l'île d'Anticosti. Fait que tu restes dans ton patelin plus à l'intérieur du Québec. Fait que c'est 45 ans d'expérience que tu as en ce moment de pilotage. Moi, quand j'ai pris ma retraite, j'ai commencé à 20, j'ai pris ma retraite à 65. J'ai 45 ans d'expérience, aux alentours de plus ou moins 20 000 heures de vol. C'est beaucoup, hein? C'est beaucoup, mais en plus, on fait beaucoup de notre expérience aussi, le nombre d'avions que tu as volés. Okay. Et le nombre d'avions que tu as volés qui sont mis sur ta licence, comme quoi que tu es apte à les voler. Habituellement, un pilote normal va en faire peut-être 4-5 dans sa vie. Moi, j'en ai 12. Ça fait que c'est pour te montrer que je me suis promené pas mal à travers le monde pour aller chercher, pour courir après mon expérience, pour arriver aux grosses lignes majeures comme Air Transat. Okay. As-tu eu la chance de piloter le nouveau avion, le Airbus 380? Ouais. Ben, c'est trop gros cet avion-là pour le marché canadien et le marché américain. Okay. C'est plus pour des marchés asiatiques ou européens, où il y a beaucoup de densité de personnes. Oui, c'est ça. Mais je pense pas qu'au Québec, on va voir le jour où un 380 va appartenir à une compagnie canadienne qui va l'opérer. Parce qu'il faut que tu comprennes que
faut que tu sois capable de le remplir. C'est un avion de 500 passagers et plus, tout dépendant de la configuration que tu lui donnes. Trouver une route du point A au point B que tu es capable de remplir un avion de 500 passagers et plus à tous les jours, ça prend beaucoup de volume. Puis on n'a pas ce volume-là au Canada et en Amérique du Nord. OK. Je pense que je peux t'appeler Robert. Ah ben oui, ça oui. Dis-moi, Robert, on va parler de l'événement du 24 août de 2001. Tu as atterri avec 306 personnes à bord à l'île Terceira, aux îles des Açores. Tu as plané l'avion pendant 18 minutes. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as vécu ça? C'était un vol de routine qui faisait Toronto-Lisbonne. Oui, c'est ça. On est arrivé en plein milieu de l'océan Atlantique, il y a un petit témoin qui s'est allumé, qui nous avertissait qu'on avait un problème potentiel et non un problème récurrent. C'est un problème qui pouvait arriver avec notre système de carburant. Même si tu ne connais rien dans la mécanique d'un avion, puis je te dis que tu as un problème de carburant au-dessus de l'Atlantique, tout de suite là, même si tu es un profane de l'aviation, tu vas dire, ben, il me semble que le carburant, c'est ce que ça prend pour faire voler un avion. Donc, c'est ça qu'on est arrivé. Le petit témoin s'est allumé pour dire qu'on avait un problème d'alimentation de carburant, qu'on avait moins de carburant dans le réservoir de l'aile gauche versus le réservoir de l'aile droite. Donc, il y a vraiment eu un bris mécanique dans une des conduites d'essence. Il y a eu un trou qui s'est perforé, puis l'essence s'échappait par là. Donc, on a subi une fuite massive de carburant en plein milieu de l'océan Atlantique de nuit, dans la nuit du 23 au 24 août. Et de là, ben, on a fait des procédures qu'il y avait à faire. On s'est dérouté vers Terceira, qui était notre aéroport d'urgence déjà planifié sur notre plan de vol. Ah, vous avez toujours un aéroport de planifié? Tout le temps, quand tu traverses une grande étendue d'eau, que ce soit l'Atlantique ou le Pacifique, tu es toujours arrivé en plein milieu de l'océan, il faut que tu sois capable de te rendre à un aéroport d'urgence. Et sur notre portion de vol ce soir-là, c'était Terceira qui était notre aéroport de dégagement. Ok. Fique conosco, estamos de volta daqui a uns instantes. Já estamos de volta. Puis, bon, t'as atterri l'avion, tout s'est bien passé, aucun blessé, 306 personnes s'est sauvé la vie. Dis-moi, après cet incident-là, est-ce que tu as eu peur de repiloter un avion? Est-ce que tu as vécu un choc traumatisme? C'est quand même un gros stress comme commandant de prendre des décisions. Puis des fois, on peut prendre la mauvaise décision. Puis on connaît un peu les gens, les critiques qu'on vit, comme moi, médias, je sais comment c'est un peu.
on est critiqué, on est... Ben, je savais en partant quand je me suis évacué moi-même de l'avion, qui était le dernier à sortir de l'avion, la première pensée que j'ai eue, c'est ça y est, je vais perdre ma job. Tu vois, je vais perdre mon travail parce que je sais que la pression va être mise sur le commandant de bord. C'est un peu comme David qui se bat contre Goliath. Tu vois, c'est parce que si tu sais bien trop que le constructeur de l'avion va dire que c'est pas de sa faute, le constructeur des moteurs va dire que c'est pas de sa faute, la compagnie aérienne va dire que c'est pas de sa faute, fait que c'est à qui la faute? C'est au commandant. Fait que je savais que j'allais être sur la sellette en revenant de là. Ça, c'était un petit peu plus dur à gérer que le vol lui-même. Là. La crise médiatique qui s'est ensuivie de ça, c'était très difficile à gérer. Tu vois. Mais ça s'est bien terminé. Après 3 ans d'enquête, ils m'ont donné un tort comme ils ont donné un tort à tout le monde, une petite claque sur les mains. Tout le monde s'en est très bien sorti. Et j'ai revenu tout piloter après ça au mois de novembre. C'est arrivé au mois d'août. Au mois de septembre, j'étais disponible pour les enquêteurs. Au mois d'octobre, j'avais des vacances annuelles à prendre, donc j'ai pris mes vacances annuelles. Puis au mois de novembre, mon boss m'a appelé, il dit, il faudrait que tu reviennes pour le rush des fêtes. Fait que je suis revenu, puis j'ai recommencé à piloter au mois de novembre. Mon premier vol, c'était Montréal-Paris aller-retour. Je m'en allais comme passager à Paris sur un vol d'Air Transat, et je ramenais un avion 2 jours plus tard de Paris. OK. C'est-à-dire que j'ai eu peur, j'ai pas vraiment eu peur, mais j'avais une appréhension d'avoir perdu cette passion qui m'avait permis de me rendre jusqu'au plus haut niveau. Que d'un coup, j'embarque dans mon avion au terminal de la Charles-de-Gaulle, je pitonne mon vol, je prépare mon vol pour Montréal, puis je sens plus la passion qui m'a emmené jusque-là. Qu'est-ce que je vais faire? J'avais 50 ans à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire à 50 ans? Tout ce que je sais faire, c'est piloter des avions. Si j'ai plus de passion, je vais être obligé de lâcher le métier. Puis, il faut croire que la passion, ça s'enlève pas facilement, parce que j'ai continué à voler après ça pendant 15 ans, puis prendre ma retraite à 65 ans. Puis la passion est revenue, dans le fond. La passion a toujours été là. Je pense que c'est juste la peur que vous avez eue avec le trauma de l'incident qui est arrivé. C'est sûr que j'ai eu peur comme tout le monde. J'ai été le premier à avoir peur, mais il ne faut pas oublier que la peur, c'est un sentiment humain tout à fait normal. Moi, ce qui est arrivé, j'ai surmonté cette peur-là pour pouvoir atterrir l'avion. Il y a quelqu'un qui a déjà dit quelque part qu'un héros n'est pas plus brave que tout le monde, il est juste plus brave 5 minutes de plus. Fait que tu vois, c'est un peu ce qui est arrivé dans la nuit du 23-24 août. Parce que moi, je me rappelle, cette nuit-là du 24 août, vous avez été quand même un héros. Je sais que vous n'aimez pas vous faire appeler un héros parce que je pense que, comme j'ai entendu dans plusieurs de vos reportages, vous avez dit « j'ai fait ma job ». Ma job, c'était sauver ces 306 personnes. Mais je sais qu'au niveau des Portugais qui étaient, parce que la plupart des gens qui étaient dans l'avion étaient Portugais. Non, je sais que quelques-uns de Montréal, mais vous aviez la plupart de Toronto, où vous avez été quand même un héros pour eux autres. Bien, c'est sûr que quand tu regardes l'événement, tu es assis comme passager, tu peux pas rien faire pour sauver ta propre vie, tu te fais prendre dans une affaire que tu n'as aucun contrôle. En plus, tu atterris sur une petite île en plein milieu de l'océan Pacifique, que toi, ta destination est à Lisbonne. Tout ça, ça rend complexe le truc, puis tu te dis, bien, pourquoi j'étais assis dans cet avion-là, puis comment ça qu'on s'en est sorti. Puis tu comprends pas trop comment fonctionne l'aviation, puis pourquoi il a atterri là. Fait que tu sais, c'est un peu bizarre comme feeling. Justement, je viens de rencontrer 3 passagers qui étaient à bord de l'avion. C'est ce qui me disait que quand il était assis dans l'avion, il était en train de vivre l'événement. Il disait, ben, j'ai-tu bien ma ceinture, mon masque d'oxygène, mes lunettes, est-ce que je mets mes lunettes, est-ce que je les enlève? Je m'occupe-tu de ma mère qui est avec moi? C'est drôle la manière que l'être humain fait quand on arrive dans une urgence que peut-être notre vie est en danger. Mon gilet de sauvetage est en dessous. C'est ça, comment on réagit dans ces moments-là, tu vois, c'est un peu bizarre. Vous avez resté quand même en contact avec des gens qui étaient dans ce vol-là du 24 août. Oh oui, on est en contact continuel avec certains passagers, puis à tous les fêtes d'anniversaire, on s'écrit 2-3 fois par année, puis c'est toujours plaisant. La majorité ont recommencé à voler, je me suis laissé dire, mais il y en a plusieurs qui ont arrêté de voler, qui ne volent plus du tout. Qui ne veulent plus aller au Portugal parce qu'ils ne veulent plus prendre l'avion. Parce que quand c'est arrivé cette histoire-là à Terceira, il n'y avait pas assez d'hôtels pour loger tout le monde parce que c'était dans le temps des vacances. C'est une petite île aussi. C'est ça, c'est une petite île, fait que tous les hôtels étaient pris. Ça fait qu'ils ont été obligés d'embarquer tout de suite sur un bateau, s'en aller à Saint Miguel, prendre l'avion de rescue d'Air Transat, puis s'en aller tout de suite à Lisbonne. Ils n'ont pas dormi tout ce temps-là. Fait que tu sais, c'était tout un voyage quand même pour eux autres. C'est un peu stressant pour tout le monde, je pense. On s'entend de passer des belles vacances.
partir pour nous aussi, d'aller au Portugal pour voir notre famille. Ben ouais. Puis on a un petit pépin comme ça, c'est un peu... Oui, pour lieu de débarquer à Lisbonne, tu débarques à Le côté, c'est pas méchant, c'est tellement beau, ça te permet de voir la beauté de ces îles-là. Ouais. Mais bon, dis-moi, ça a été beaucoup médiatisé, mais je ne veux pas trop en parler. Mais je sais que tu as vécu vraiment des mauvais moments. Ouais. Et c'est normal que je pense que n'importe qui a un gros traumatisme peut passer par des mauvais moments. Dis-moi, comment tu t'en es sorti? Est-ce que tes amis étaient là pour toi? Mais c'est parce que quand je suis revenu des Açores, tout le monde est après toi. Parce que t'es le héros, puis tu as fait quelque chose dehors de l'ordinaire, puis tout le monde s'accroche à toi, comme ma femme, mes enfants, ma soeur, mes frères, ma mère, mes amis. Tout le monde va après toi te supporter, mais ils ne savent pas quoi te dire. Puis toi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas entendre, tu ne sais pas à qui parler, puis j'ai-tu eu peur, j'ai-tu pas eu peur? Puis quand tu dis que tu as eu peur, les gens disent, ben non, tu n'as pas eu peur, tu es le héros. Tu t'essayes d'être humble en disant que tu as eu peur. Je dis, non, j'étais la première personne. Fait que là, tu essaies de parler de tes émotions que tu as vécues, puis personne ne veut vraiment l'entendre parce que tu es le héros. Tu sais, fait que c'est un affaire qui est un petit peu difficile. Puis c'est sûr que ma consommation d'alcool a augmenté à ce moment-là. Puis 6 mois plus tard, je suis rentré en thérapie, parler avec des thérapeutes. Et aujourd'hui, je peux dire qu'à 19 ans, pratiquement 20 ans plus tard, je suis abstinent d'alcool depuis ce temps-là. C'est ça, puis ça tombe dans le 20e anniversaire de justement de l'événement du 24 août. Ouais. Dis-moi, le film, je suis peut-être en erreur, le film qui a été fait, j'ai un blanc du titre du film en ce moment. Le chien entre ciel et terre. Entre ciel et terre, oui. Moi, je l'ai vu, je l'ai trouvé très bon. Félicitations. Est-ce que tu as pleuré? J'ai été un peu émotionnée de voir tout ton parcours, comment tu as vécu ça. Des fois, on se rend pas compte que les gens sont humains. Ah ben oui, moi oui, je pense que j'ai pleuré, oui. Ouais, c'est pour ça que je te dis, les gens ne pensent pas que je suis un humain parce que je suis un héros. Puis j'ai fait quelque chose qu'ils ne comprennent pas trop parce qu'ils ne connaissent pas l'aviation, comme je disais plus tôt. Fait qu'ils te voient, ils te mettent sur un piédestal qu'ils ne savent pas trop comment te prendre. Tu vois, parce que moi, je ne viens pas du milieu politique, du milieu sportif ou du milieu artistique. Mais je suis une personnalité connue quand même. Ben, c'est fait que je suis comme tout seul dans mon groupe. Là. Tu vois, c'est un peu bizarre. Puis dis-moi, comment que ce film a été fait? On sait que c'est des faits réels. C'est sûr qu'il y a des petites anecdotes qui n'a pas été... C'est pour faire un film, qu'on sait que c'est... Un peu maquillé quand même. On n'a pas le choix, sinon ça serait plate. Ouais. Mais dis-moi, comment il a été fait ce film-là? Est-ce que tu as eu une participation? T'étais-tu dans les enregistrements? J'ai été du début jusqu'à la fin. Quand la première ligne du scénario qui a été écrite, j'ai été avec le scénariste, puis il demandait mes idées. C'est sûr qu'il avait lu ma biographie, fait que on se parlait, puis on commence à la faire. Moi, j'avais aucune notion comment un film pouvait se faire. Hein? J'étais un cinéphile normal qui va au cinéma, qui s'assoit, il regarde le film, puis il le trouve bon. Mais là, j'ai participé en arrière de la caméra, puis j'ai fait partie du scénarisme, après ça, du scénario. Puis après ça, sur 33 jours de tournage, j'étais 28 jours présent. Fait que avec le producteur, j'étais très proche du producteur, très proche du réalisateur. Et tous les jours qu'on tournait une scène, je lui disais mon opinion. Des fois, même pendant qu'il tournait la scène, je lui disais non, c'est pas le même que ça s'est passé. Okay, là, il arrêtait puis il disait comment ça s'est passé. Bien, ça s'est passé comme ci, comme ça. Puis il réorganisait les acteurs, puis tout ça, puis il disait action, puis on en repartait sur la scène. Puis tous les soirs, on se rencontrait, puis on parlait des scènes qu'on avait tournées dans la journée, puis des scènes qu'on a tournées le lendemain. Ça fait que j'ai été pas mal partie présente de Vous aviez votre mot à dire, dans le fond. Ben oui, parce que, tu sais, moi, je m'ai tourné juste un film. Eux, c'était un film parmi dans d'autres. Demain, quand le film finit, ils vont en tourner un autre. Parce que moi, c'est le seul film que je vais tourner de ma vie. Puis tant qu'à le tourner, je suis bien de tourner la vérité puis dire ce qui s'est vraiment passé. Puis tu as raison de dire, c'était 90% factuel. Puis il y a eu un petit 10% de maquillage pour que ça passe mieux à l'écran. Mais les scènes sont tous exactes. C'est le même que ça s'est passé dans ma vie. Puis est-ce que tu as su, ça a été comment l'acceptation à niveau du public? Est-ce que le film, en 2010, tu étais excellent ou le monde a dit bof, mais pour moi, il était excellent. Mais est-ce que vous avez eu des... Bon, mais en 2010, quand il est sorti, il a gagné le billet d'or, donc le meilleur box-office au Québec cette année-là. Donc, il faut croire que c'était très bien reçu. Ouais.
cantiga, estou na minha, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Festejar à vontade para matar tanta saudade, é para lá que eu vou. Você não precisa falar nada, eu conto tudo. Milagres incríveis no Canadá. Eu atraio, amaro e submeto o seu amado em horas. Curo bruxarias, feitiçarias mal olhado. Conheça o rosto e o nome do seu inimigo oculto. O amor está de volta. Não sofra mais. Je sais aussi que tu as une fondation. Oui. Fondation Robert Piché. Robert Piché, exactement. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette fondation? La fondation, bien, suite à mes problèmes d'alcool et à l'abstinence que j'ai connue, quand j'ai été en thérapie, j'ai rencontré du monde qui ont tout perdu, là, vraiment tout perdu. Puis je me disais, moi, j'ai la chance d'avoir encore mon travail. Ma job m'attend quand je sortirai de thérapie. Ma femme est encore là, mes enfants, tout va bien. Dans le fond, il faut juste que je suive une thérapie. Maintenant, à cause de leur consommation, ils ont tout perdu. Fait que je me suis dit, s'il faut que je revienne puis que tout se passe bien, je vais partir de ma propre fondation puis je vais aider les centres thérapeutiques qui traitent les problèmes de dépendance d'alcool et de drogue. Et c'est ce qu'on fait d'à peu près depuis 17 ans. Je m'occupe de ça. Puis présentement, je suis en train de partir un nouveau centre qui va s'appeler le Centre Robert Piché Elfège-Roussel, qui va traiter les problèmes de dépendance. On a acheté un monastère, le monastère des Pères Blancs d'Afrique à Lennoxville. Okay. Une grosse bâtisse, 59 000 pieds carrés, 3 étages. Puis on est en train d'en faire un centre thérapeutique, là. Puis je pense que c'est un petit peu la réponse à ma question depuis 20 ans. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai été choisi pour faire ça? Je pense que c'est un genre de début de réponse qui va me donner pour dire, bien, c'est pour ça que tu as fait ça, c'est pour aider celui qui souffre, qui a un problème de dépendance. Exactement. Puis dis-moi, pour laisser aux téléspectateurs, on va traduire en portugais, c'est sûr. Y a-t-il un numéro de téléphone si quelqu'un a vraiment un problème d'alcool ou de drogue ou pourrait vous rejoindre? Oui, c'est 819-348-0000. Centre Robert Piché Elfège-Roussel. Puis t'as ça sur Internet, puis ça va t'emmener au centre, sur le site du centre. C'est uniquement pour drogue et alcool? Ou... Tous les dépendances. Ah oui, ok, jeux, drogue... Parce que la substance n'a pas vraiment d'importance. C'est la raison pourquoi tu consommes cette substance-là, que ce soit les pilules, que ce soit la drogue, le jeu. Aujourd'hui, on est rendu cyber, hein, les cyberdépendants. Tu sais, oui, exactement. Ça vient s'ajouter à la longue liste. Oui, à la longue liste, oui. Tu as pris ta réforme en octobre de 2017, tu as fait ton dernier vol qui a été très médiatisé dans les journaux. Comment tu te sens en ce moment? Tu t'ennuies de piloter? Comment tu t'occupes pour... je suis sûre, avec tes fondations, tu ne dois pas t'ennuyer. Non, j'ai pas le temps de m'ennuyer, c'est sûr. Puis là, partir le centre, ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus, à temps plein. Fait que ça m'occupe beaucoup. Non, je m'ennuie pas de piloter parce que moi, j'ai été professionnel de l'aviation. C'était pas un passe-temps, tu vois. C'est pas comme quelqu'un qui, à 20-25 ans, il veut faire un pilote, puis il n'a pas la chance, puis il travaille dans un domaine, dans un domaine avec succès, il fait un peu d'argent, il dit, bon, à 50 ans, j'ai un peu d'argent, je me jette un avion, puis je m'amuse. Les autres sont passionnés du côté récréatif. Parce que moi, j'étais passionné côté professionnel. Puis mon rêve de petit cul, quand j'étais jeune, c'était de faire le tour du monde. Okay. Comme commandant de bord. Ouais. Et j'ai réussi à le faire, mon tour du monde, en 2010. Il me manquait la portion l'Indonésie, Hawaï. C'est la portion qui me manquait à travers tous mes vols que j'ai fait à travers mes années. En 2010, j'ai fait cette portion-là. Fait que ça m'a donné faire le tour du monde comme je voulais faire depuis que j'étais jeune. Puis aujourd'hui, j'ai pas mal réalisé tout ce que j'avais réalisé. J'étais rendu au summum de ma job. Hein? Voler un Airbus 330 sur un niveau international, c'est ce que je voulais faire. Donc, comme je dis à la force souvent, le prochain step, c'était la navette spatiale. Puis je pense pas que je vais me rendre jusqu'à la navette spatiale. Donc, j'ai eu une très belle carrière, une très belle fin de carrière. Puis aujourd'hui, j'ai très bien ma retraite avec ça. Et comme tu dis, tu n'as jamais eu le goût de t'acheter un avion pour j'ai bien des amis qui ont des avions. Ouais, j'ai bien des amis qui ont des avions. Puis ils font faire des petits tours. C'est toujours le fun de temps en temps que j'en fais un tour. Mais de là à dire j'ai ma propre avion,
Je ne me vois pas manquer d'essence pour atterrir sur le boulevard métropolitain en tant que commandant de bord qui a manqué d'essence déjà une fois dans sa vie. Ce serait un petit peu ridicule. Puis j'ai pas vraiment ce goût-là pour le plaisir. Moi, c'était plus un job professionnel. OK. Bon, ben, merci, Robert, pour te connaître un peu. C'est sûr que ton nom, on le connaît tous, hein? Mais je te souhaite que tous les projets soient 100%, que tout se réalise et que tout aille bien, que tu aies la santé et que tout va bien pour toi. Ben, je te remercie. Merci d'être venu. Merci de l'invitation, c'était bien gentil. Bonjour à tous les Portugais et Portugaises. Oui, bien c'est ça, continuez à voler avec la Transat. Ah ouais. Parfait, merci Robert. Bonne journée. Merci.